12 juillet 2020, cette info spéciale, vous le savez, le 7 Info, c'est l'émission qui revient sur les temps forts qui ont marqué l'actualité. Je vous le disais, ce soir, ça sera un 7 Info spécial politique. Avec la situation au Mali, situation toujours confuse et tendue, nous serons avec le journaliste Banou Diko qui nous donnera les toutes dernières informations sur l'évolution du climat à Bamako. On évoquera également la situation en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Côte d'Ivoire où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé, mais il était aussi le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le RHDP qui doit se trouver un autre candidat. Nous en parlerons en direct depuis Abidjan avec Fernand Dédé, journaliste indépendant. Nous parlerons aussi de la situation politique au Burkina Faso où la majorité s'est trouvée un candidat, a investi son candidat plutôt. Il s'agit de Roch Marc Christian Kaboré. Voici le menu de ce 7 Info spécial politique avec nos invités, Siaka Coulibaly, analyste politique, et puis M. Lassane Sawadogo, il est le secrétaire exécutif du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Tout de suite, retour sur l'actu. C'était hier, dans un palais de sport de Ouaga 2000, archi-comble, pris d'assaut par des milliers de militants du MPP vêtus d'orange, venus assister à l'Assemblée générale extraordinaire d'investiture du candidat de la majorité, Roch Marc Christian Kaboré. Rémi Lambert-Nébier. Tout un parti en ordre de bataille, des alliés engagés et un appareil d'État mobilisé. Toutes les conditions sont réunies par la majorité présidentielle pour remettre son candidat en selle pour la course à la magistrature suprême. Le oui du candidat choisi, ici représenté par son envoyé spécial, est retentissant. Tout en vous remerciant pour le choix de ma personne pour tenir ce flambeau, c'est un devoir patriotique pour moi de répondre. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre oui. Encore. Notre victoire à la présidentielle doit nécessairement s'accompagner d'une majorité confortable, stable et cohérente à l'Assemblée nationale. Roch Marc Christian Kaboré va briguer un second mandat. Environ 70 partis de la mouvance présidentielle soutiennent cette candidature. Un choix éclairé par un premier quinquennat à la hauteur de leurs attentes, affirme-t-il. Procédant à une analyse profonde de la lutte menée par le président Roch Marc Christian Kaboré et convaincu de la nécessaire consolidation des acquis de notre peuple, nous, partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, conscients que nos populations ont toujours eu une confiance plus accrue pour M. Roch Marc Christian Kaboré et croyant en sa capacité de fédérer tout le monde pour un développement harmonieux de notre pays, soutenons sans réserve la candidature de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré. Pour le MPP, la conquête de l'électorat est lancée et le parti n'a nul besoin de faire recours à la courte échelle pour faire réélire son candidat. Et vous avez vu la qualité et l'intensité de la mobilisation que nous n'avons pas besoin de tricher pour remporter la victoire pour les élections à venir. Nous comptons sur notre bilan et sur notre capacité à mobiliser, à expliquer et à faire en sorte que les populations adhèrent au programme que notre candidat va présenter à nouveau au peuple de Burkina Faso. Ce congrès extraordinaire d'investiture était le lieu pour l'actuel parti au pouvoir de dresser un bilan détaillé de sa gestion du pouvoir d'État en 5 ans. Un mandat jugé satisfaisant, mais fortement contrarié par la situation sécuritaire et la fronde sociale.
L'investiture du candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'est déroulée dans l'après-midi d'hier, comme vous venez de le voir, mais un peu plus tôt dans la matinée de ce 11 juillet, l'Assemblée générale extraordinaire d'investiture s'est penchée sur le bilan du quinquennat du chef de l'État, Rémi Benébié, Luc Pabeldem. C'est le bilan du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès en 5 ans de gestion du pouvoir, qui a été présenté en guise d'ouverture du congrès extraordinaire d'investiture du candidat. Pour le Parti du Soleil Levant, celui qu'il s'apprête à choisir comme candidat à la présidentielle de novembre 2020 est un champion et son bilan parle pour lui. Au niveau des infrastructures, le vrombissement des machines à longueur de journée, depuis notre accession aux affaires, démontre à souhait que notre pays est un vaste chantier permanent. En l'espace de 5 ans, des bitumes sont réalisés partout au Burkina, des voies rurales réhabilitées ou créées pour faciliter la mobilité de nos braves populations des campagnes. Plus de 1000 km de goudron ont été posés ou en cours de réalisation. Sur le plan de la santé, la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans est effective et ne souffre d'aucun débat. C'est dans un palais des sports archi-comble et aux couleurs du parti au pouvoir que s'est tenu le premier acte du congrès extraordinaire. Pour les militants, il n'y a pas mieux que leur candidat dans la course au pouvoir, car malgré les embûches et le contexte difficile, Roch-Marc Christian Kaboré a pu tenir le navire Burkina Faso. Sans fétichisme aucun, mais aussi sans fausse modestie, nous pensons au MPP et avec nous une large partie du peuple que notre camarade, le président Roch-Marc Christian Kaboré, réunit des qualités et un charisme qui le classe parmi cette catégorie d'hommes d'État qui peuvent impacter positivement le devenir de leur peuple. MPP, c'est Dieu qui donne. Acceptons-le s'il en est ainsi. Aussi, voudrais-je du haut de cette tribune de notre congrès extraordinaire vous inviter solennellement à donner votre onction non équivoque à ce leader charismatique et stratège pour qu'il porte à nouveau, durant le quinquennat à venir, les espoirs, les espérances et toutes les préoccupations de notre fier, courageux et vaillant peuple de Burkina Faso. L'investiture du candidat du MPP devra se tenir dans la soirée de ce 11 juillet au même lieu. Depuis une semaine, les mouvements et structures associatifs, les jeunes et toutes les composantes du MPP étaient en ordre de bataille pour la tenue de ce congrès extraordinaire. Et nous évoquons encore cette investiture de Roch-Marc Christian Kaboré comme candidat du MPP avec notre invité ce soir, Lassane Sawadogo. Il est secrétaire exécutif du MPP. Monsieur Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. D'abord, première question, il y a un fait marquant au cours de cette Assemblée générale extraordinaire d'investiture, c'est l'absence du candidat qui a été investi. Pourquoi le chef de l'État n'était pas là, le candidat du MPP aussi? Merci. Je profite pour rappeler qu'il s'agit bel et bien d'un congrès extraordinaire. Congrès extraordinaire d'investiture. Ça, c'est en conformité avec nos textes fondamentaux qui prévoient que pour l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle, cela doit se faire à travers la tenue d'un congrès extraordinaire. Donc, c'est ce que nous avons pu faire hier, 11 juillet 2020, pour l'élection présidentielle donc, du 22 novembre 2020. Vous l'avez dit, le candidat que nous avons investi, qui se trouve être le président en exercice actuellement, n'était pas là. Il était représenté par un envoyé spécial. Cela s'explique tout simplement par le fait qu'il a considéré que, vu son statut de chef d'État en exercice,
il ne faut pas que son statut de candidat impacte de quelque manière que ce soit son statut de chef d'État en exercice. Et c'est pourquoi il a préféré ne pas être présent à ce congrès, parce qu'il est et il demeure le président de tous les Burkinabés. Il a été investi, mais ce n'est pas pour autant le début de la campagne qu'on a commencé après ce congrès d'investiture. Donc c'est la raison. Est-ce que cela gêne que le président en exercice, candidat de la majorité, soit à son investiture? Qu'est-ce que cela pourrait apporter comme gêne? Non, ça veut dire que juridiquement, il n'y a pas de problème particulier que cela pose. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il nous reste encore plus de... Nous sommes au mois de juillet, plus de 4 mois. 4 mois, oui, 4 mois. Bon, il a besoin de continuer à diriger les affaires du Burkina Faso. De toutes les manières, qu'il soit présent ou pas, il est le candidat de la majorité. Il est le candidat de la majorité, mais ça veut dire s'il est là à ces congrès-là, depuis qu'il a été investi président du Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré n'a jamais participé à une activité publique organisée par les partis. Donc il est resté constant avec lui-même. Donc ce congrès d'investiture, et sa présence en tant que telle, ça pouvait représenter une rupture par rapport au comportement qu'il a eu depuis qu'il a été élu président du Faso. Un moment viendra naturellement où il va se manifester de manière claire auprès donc, n'est-ce pas, de ses camarades, auprès donc, n'est-ce pas, du parti, pour, dans le cadre donc, n'est-ce pas, de la campagne présidentielle. Mais nous avons pensé que c'était prématuré, vu son statut donc, n'est-ce pas, de chef d'État en exercice, qu'il soit présent à ce congrès. Du reste, il n'en a pas besoin. Chaque congressiste représente le président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, venons-en au congrès. On peut dire que le pari de la mobilisation a été quand même tenu. Oui, bon, là encore, comme vous dites bien, ce n'était pas pour nous un pari. Je pense que personne ne doute de notre capacité de mobilisation. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, il s'agit donc d'un congrès. Bon, nous avons été très sélectifs dans le choix des délégations qui devaient venir à ce congrès, en tenant compte donc du contexte sanitaire, en tenant compte également donc du contexte lié donc à la saison hivernale. Nous avons réduit les délégations provinciales au strict minimum. Sinon, donc, il est clair que l'enceinte du Palais des Sports allait être étroite pour accueillir le monde que cet événement pouvait mobiliser. Alors, pour ce congrès extraordinaire, il a été également question du bilan du chef de l'État qui a été dressé au tout début de la journée d'hier. Un bilan qui a été peint par la majorité avec beaucoup de fierté. Vous pensez que le chef de l'État a été à la hauteur durant ces 5 ans? Sinon, ils finissent bientôt. Sinon, nous ne l'aurions pas reconduit. C'est parce que nous avons pensé que son bilan est satisfaisant et qu'il parle pour lui. C'est parce que nous considérons également que ce qu'il fait comme offre pour les 5 ans à venir, le croisement entre les deux, font qu'il est le meilleur parmi nous. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que nous ne lui demandons pas, encore une fois, de se mettre au service de notre parti pour mieux défendre les intérêts de Burkina Faso pour les 5 ans à venir. Un bilan reste toujours un bilan. Et il y a ce que nous avons pu faire, il y a ce qui n'a pas pu être fait. Il y a également le contexte dans lequel cela a été réalisé. Mais si vous allez sur le terrain, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites au profit de notre population. Et ça, si on veut être concret, quelles ont été les réussites majeures du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré? Si vous regardez secteur par secteur, prenez le domaine de la santé, par exemple, avec la gratuité des soins
pour les enfants de 0 à 5 ans. Ça a été donné. Vous pensez qu'elle est effective sur le Elle terrain? était effective sur le terrain. Si nous allons à Bilanga? C'est effectif. Au démarrage, il y a eu des difficultés, mais avec le temps, des mesures correctives ont été prises, étant ici bien entendu que ce mécanisme-là fonctionne à plein régime. Si vous prenez par exemple le domaine de l'éducation, les écoles sous Payotte, c'était un engagement qui avait été pris pour éradiquer les écoles sous Payotte. Aujourd'hui, on n'a pas fini d'éradiquer la totalité des écoles sous Payotte, mais il y a un effort gigantesque qui a été fait pour réduire drastiquement le nombre de ces écoles-là. Maintenant même, on parle plus de classes dont on n'est pas sous Payotte que d'écoles sous Payotte. Ça, c'est une réussite vraiment très remarquable. Si vous prenez par exemple le domaine des infrastructures, vous voyez, on n'est pas les voies bitumées en ville comme en campagne, les routes nationales. Vous voyez les pistes rurales qui ont été réalisées. C'est considérable. Si vous prenez le domaine de l'énergie, vous voyez, on n'est pas le bon que le Burkina Faso est en train de réaliser. Aussi bien pour les centres urbains, cette année par exemple, il n'y a pas eu de délestage. Disons qu'il y a eu moins de délestage. Voilà, bon, c'est un peu plus que la réalité. Voilà, mais tout compte fait, on constate quand même que c'est une rupture par rapport à quelque chose qui était devenu un rituel. Et vous voyez, on n'est pas le nombre de localités qui sont électrifiées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ont accès à l'électricité. Et d'ici novembre, vous allez constater que le nombre de villages là, ça va augmenter. Si on continue à ce rythme-là, je pense que dans le courant du mandat à venir, la plupart des villages de Burkina Faso... S'il y a un mandat à venir. Alors, si, pourquoi nous sommes certains que le mandat viendra, parce qu'au regard de notre bilan et au regard de la qualité du candidat que nous allons proposer à l'élection à nos populations, nous n'avons pas de doute là-dessus. Donc, quels que soient les domaines que vous allez prendre, vous constaterez qu'en 5 ans, malgré le contexte très difficile, nous avons pu engranger de nombreux acquis au profit de nos populations. Mais il y a un domaine majeur qui est aujourd'hui, sans doute, le tendon d'Achille du quinquennat du chef de l'État, c'est le secteur de la sécurité. Naturellement. Même à ce niveau... Est-ce que là, vous avouez qu'il y a eu échec? On ne peut pas dire qu'il y a eu un échec. Il n'y a pas eu un échec, parce que quand nous... Je parle d'échec parce que quand même la situation sécuritaire s'est grandement dégradée. Il y a le terrorisme qui a occupé pratiquement tout le nord du Burkina Faso, avec son corollaire d'annonces de morts presque chaque semaine. Maintenant, on n'en parle plus quand ça ne dépasse pas la dizaine de morts. Il y a eu quand même un changement avant la cession de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir et après son accession au pouvoir. La situation sécuritaire, on peut dire, est peut-être passée du vert au rouge. Peut-être que je me trompe d'analyse. Oui, bon, ça n'est pas l'insécurité sous sa forme terroriste, c'est l'invité surprise que nous avons enregistré dès notre accession au pouvoir. Il s'agissait pour nous de nous organiser pour l'affronter et l'éradiquer. Et le pays n'était pas préparé, sous quelque angle que ce soit, pour faire face à ces phénomènes-là. Vous constaterez qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été développées. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en œuvre pour permettre à notre pays de pouvoir faire face à ces phénomènes. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, la capacité de riposte de notre armée et de nos populations face à ces phénomènes-là, ces capacités se sont accrues. Et je pense que c'est l'élément le plus important. Et au rythme où nous sommes en train d'avancer, j'ai bon espoir que nous parviendrons donc à venir à bout de ce phénomène-là. Donc ce n'est pas nous qui avons amené le terrorisme. Le terrorisme donc est venu nous surprendre juste au moment où nous sommes arrivés au pouvoir. La question qui était fondamentale pour nous, c'était de comment faire pour faire face à ces phénomènes-là et arriver à l'éradiquer afin de protéger notre développement et afin de permettre donc à notre pays de ne s'occuper que de ce qui vaut la peine qu'il s'en occupe, c'est-à-dire donc les questions relatives au développement. Et quoi qu'on dise aujourd'hui,
c'est un mal qui est toujours là, pernicieux, qui se manifeste tous les jours à travers des assassinats massifs de paisibles populations. Mais force est de reconnaître que nos forces de défense et de sécurité sont montées en puissance. Force est de reconnaître également que le peuple s'est mieux organisé pour apporter sa contribution aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre ce phénomène-là. Et nous avons bon espoir qu'avec cette mobilisation à tous les niveaux, nous allons pouvoir venir à bout de ce phénomène-là. Alors, comme vous le dites si bien, si on ne peut pas en tenir forcément rigueur au chef de l'État par rapport à la situation sécuritaire, vu le contexte sous-régional et mondial, quand on sait comment lutter contre le terrorisme est une affaire vraiment complexe et compliquée, il y a un domaine où quand même le chef de l'État aurait peut-être pu faire mieux, c'est le domaine de la gestion des affaires de l'État avec tous les scandales qui sont tombés les uns après les autres. On peut peut-être rappeler les tout derniers avec les suspicions de malversation financière et avec le maire de Ouagadougou. Et puis tout dernièrement, le conseiller du chef de l'État, désormais ex-conseiller Amadou Kanazoé, qu'on a entendu en train de discuter d'une affaire de rétrocommission sur des constructions de routes. Il y a eu aussi les audiences monnayées au palais présidentiel. Il y a eu l'affaire de Charbonfin qui a éclaboussé, pour ne pas dire mouillé, le ministre des Mines. Et toutes ces affaires-là concernent à chaque fois des proches du chef de l'État. Est-ce que sur ce côté, en termes de gestion des affaires de l'État, il n'y a pas une tache noire? Il faut faire la part des choses entre des révélations qui sont avérées et des suspicions de malversation qui, pour le moment, ne sont pas avérées. Et certaines d'entre elles sont pendantes devant la justice. Donc, il ne faut pas devancer l'iguane dans l'eau. Quand vous parlez, par exemple, de l'affaire des véhicules acquis par la commune de Ouaga, la dernière fois, vous avez suivi la sortie de l'avocat du maire de Ouaga qui a démontré par A plus B que toute la procédure pour l'acquisition de ces véhicules-là a été régulière. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Comme tu parlais de scandales. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ce sont soit les proches du chef de l'État, soit des membres du gouvernement. J'oubliais l'ex-ministre de la Défense qui a été déposé à la MACO, vous le savez. Oui. Il y a aussi, si on va aller plus loin, l'affaire CNSS, vous le savez. Vous êtes par ailleurs directeur général de la CNSS, cette affaire de fraude, et ça ce n'est plus une suspicion, l'affaire en justice, de fraude au niveau des recrutements, le directeur des ressources humaines a été limogé, le directeur général que vous êtes encore là, certaines personnes s'étonnent que dans une affaire où il y a un concours, que le directeur des ressources humaines soit touché et que le directeur général n'en sache rien. Certaines personnes trouvent la situation un peu curieuse, mais je veux dire que toutes ces affaires mises bout à bout, ce sont des affaires qui touchent ou bien des proches du chef de l'État, ou alors des membres du gouvernement, et ce que certaines personnes déplorent, il n'y a pas eu de sanctions ou même de démissions pour permettre à la justice d'aller jusqu'au bout. C'est cette situation-là d'impunité, de climat d'impunité qui semble régner que certaines personnes dénoncent. Peut-être que c'est une tache noire dans le quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Je pense que vous m'avez interrompu, mais ce que vous venez de dire, ça ne fait que confirmer ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des faits avérés et dont la plupart sont pendant devant la justice. Vous avez le cas du ministre Bouddha qui a été déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouaga. Mais quand vous parlez d'autres affaires, l'affaire la CNSS, c'est pendant devant la justice. Tout à fait. Mais quand vous parlez d'autres affaires, par exemple, l'affaire du Charbonfin, c'est pendant devant la justice. Mais pour le moment, personne n'a d'éléments qui indiquent de manière très claire que telle personne qui est mise en cause à travers la presse est effectivement coupable de ce qu'on lui reproche. Quand vous parlez le dossier de la mairie, il ne faut pas aller plus vite que la justice. Parce que si on reste dans cette façon de gérer, d'apprécier
des affaires liées à la gestion publique, je pense qu'on va commettre beaucoup d'erreurs. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que les conditions soient réunies pour que la justice puisse faire son travail, mais en même temps, il faut respecter les principes sacro-saints, la présomption d'innocence. Comment ça va à la CNSS aujourd'hui? Bon, je pense que tout va bien à la CNSS. Je peux vous y inviter pour que vous constatiez vous-même dans le climat qui prévaut là-bas. Voilà. D'accord. Le directeur des ressources humaines n'est plus là, il est parti, il a été remplacé. Exactement. Le procès continue? Le procès continue, mais moi, ce n'est pas mon rôle c'est quand le procureur du FASO ou bien quelqu'un d'autre est mieux placé que moi. On ne vous a pas entendu, peut-être rapidement, en parenthèse. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que si le directeur des ressources humaines était au courant, il n'y a pas de raison que pour une activité aussi importante comme l'organisation d'un concours, le directeur général ne soit pas aussi touché? Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Tout est organisé, tout est paramétré dans la gestion d'un organisme de prévention sociale comme la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais cela dit, je préfère toujours m'abstenir pour le moment d'intervenir sur toutes ces questions-là, parce qu'il s'agit d'une affaire qui est pendante devant la justice. Alors, on peut dire avec le congrès extraordinaire d'hier que c'est une forme de lancement de la campagne. C'est un avant-goût de l'ambiance qui va prévaloir pendant la campagne électorale à venir, parlant de mobilisation, de militants qui sont vraiment déterminés. Est-ce que c'est un avant-goût de la campagne? Bien, chacun peut voir les choses selon sa propre interprétation. Nous avons fait un congrès extraordinaire pour investir notre candidat conformément à nos textes fondamentaux. La campagne n'a pas encore commencé. On n'a pas encore mis en campagne, on n'a pas encore mis en place nos structures de campagne. Ça veut dire que nous sommes en train de nous préparer pour être prêts au moment où il le faut. Mais s'il y a des gens qui doutent de notre capacité de mobilisation, s'il y a des gens qui doutent de la réalité, de la fusion entre les MPP et le peuple burkinabé, s'il y a des gens qui doutent de notre force de frappe politique, ils vont se rendre compte que le MPP est et demain la première force politique de ce pays-là. Et vous voyez, c'est que vous n'avez pas... L'élément est passé, vous n'avez pas fait de commentaires là-dessus. En 2015, Roch-Marc Christian Kaboré était le candidat du MPP. Cette année, en 2020, il sera et le candidat du MPP et le candidat de la PMP. Ça veut dire que la majorité présidentielle, que le groupe a à peu près 90 partis. Donc cela veut dire l'assise politique du président Roch-Marc Christian Kaboré s'est élargie et s'est renforcée. Et vous pensez, vous le savez bien, vous avez écouté le discours élogieux de Maître Bénévendé Sankara. Je pense que ce discours-là, à ce discours-là, on n'a pas besoin de faire d'autres commentaires. Vous semblez très certain de votre affaire. Naturellement. Et très convaincu. C'est normal. Oui. C'est l'élection présidentielle. On n'y va pas avec un esprit de défaite. Siaka Coulibaly, investiture du candidat de la majorité et puis bilan en même temps du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette journée d'hier? Oui, merci pour la question. Moi, je voudrais peut-être revenir sur l'aspect où la personne investie n'était pas présente donc, à la cérémonie. Oui, mais pour dire que, comme il a un peu développé, une fois qu'une personne est élue, même pour un député, il devient l'élu de la nation. Et surtout, le chef de l'État est au-dessus des forces partisanes. Or, ici, il s'agissait du congrès d'un parti. Ça aurait été différent si c'était une cérémonie d'investiture simple, qui aurait pu regrouper à la fois le MPP, les partis de la majorité, mais toute personne qui désire soutenir le président, le candidat en question. Donc une cérémonie aurait été celle où il peut venir sans problème, juridiquement parlant. Mais pour le congrès d'un parti, étant pas membre du parti, après être élu chef de l'État, c'est explicable qu'il ne soit pas présent à la cérémonie. En ce qui concerne le bilan,
c'est sûr qu'il y a à redire. Hein. Vous avez posé des questions ici au secrétaire exécutif du parti, qui a donné les éléments électoralistes de leur vision de la gestion que le parti et son candidat ont eu sur les 5 années. Mais il faut se baser également sur les sondages d'opinion qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui donnent une note moyenne au chef de l'État, 4,53 je crois sur le présimètre, qui dénote que autant on peut évoquer des points positifs, il en a parlé, autant également il y a des éléments qui portent les Burkinabés à être moins satisfaisants en termes d'appréciation du chef de l'État. Ceci dit, la campagne électorale va venir encore cristalliser cet aspect des choses où le bilan présenté par le parti et ce que les adversaires du candidat vont développer, le peuple pourra donc faire une idée précise sur la réalité de ces bilans-là. Pour ma part, et du point de vue de la qualité de notre démocratie, je crois que là où il y a une faiblesse aujourd'hui et qu'on aurait pu combler en ce moment où on pense être revenu dans la consolidation de la démocratie, c'était on aurait dû instaurer un débat entre les candidats à la présidentielle, animé par les grands médias, et qui aurait permis donc de discuter concrètement de la gestion et du bilan qui a été fait sur les 5 années, aussi bien par le président du Faso que par l'Assemblée en termes donc de lois votées, et de la qualité de ces lois, etc. etc. Malheureusement, jusqu'à présent, toute la classe politique s'entend pour ne pas faire de ces débats un élément important. Or, c'est du point de vue du citoyen et de l'électeur, c'est très important de pouvoir se fixer à partir d'un exercice de 2 heures environ, est-ce que le bilan est réellement satisfaisant ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui peuvent être mieux pour la gestion des affaires de l'État? Et le débat aurait été un élément additif à la qualité de notre système électoral et de notre démocratie. Alors, si les acteurs politiques ne se sont pas entendus sur ces débats, nous, au niveau de BFM, on se propose d'organiser des débats. On espère que les candidats auront peut-être la gentillesse et même le courage de venir pour qu'on puisse avoir un débat contradictoire entre candidats et permettre aux Burkinabés de pouvoir comprendre ce que chacun propose pour son programme de campagne. Alors, Seka Coulibaly, si à la majorité, j'ai failli dire HDP, à la majorité, on sait le cheval qu'on veut suivre, eh bien, au CDP, on est encore dans certains tiraillements. Les derniers concernent 2 lettres qui circulent sur les réseaux sociaux et qu'on impute à Blaise Compaoré. L'une désavouant Edi Kombo-Uggo et l'autre l'adoubant comme candidat du parti à l'élection présidentielle à venir. Une situation qui a fait immanquablement réagir le président du CDP. On écoute Edi Kombo-Uggo. La lettre ne m'est pas adressée. La lettre devait être adressée au président du collège de désignation. Et c'est celle-là qui vaut aujourd'hui. Vous savez, la lettre dont vous parlez est adressée à Edi Kombo-Uggo. À lire la lettre, vous voyez qu'elle est violente. 27 ans de gestion du président Compaoré. Vous l'avez déjà vu parler en ces termes. Une lettre très très violente. Une lettre qui décrit la situation. Même meurtri, Blaise Compaoré ne décrirait pas la situation de cette manière. Blaise Compaoré a toujours accompagné la direction et la gestion du parti. Il a toujours envoyé des lettres de félicitations. Donc ça ne peut pas être lui. En plus, le profil décrit dans la lettre dont vous me parlez est un profil qu'on doit décrire en ex-ante, c'est-à-dire avant qu'on ne désigne le candidat. Or, lui-même est partie prenante. Ses attributions, c'est d'orienter le choix du candidat et de valider. L'orientation a été faite dans une directive qui a été publiée ici au mois de février-mars, que vous avez tous vu. Donc il ne peut pas en ex post revenir décrire un autre profil. Et tout ce qui reste là-bas, des termes que je n'ose pas dire ici, ne relève pas de Blaise Compaoré. Il faut le respecter.
Et ceux qui sont auteurs de cet écrit savent ce qu'ils veulent. C'est peut-être ceux-là même qui, aujourd'hui, commencent à jeter l'éponge, vous le voyez. Et si leur choix est ailleurs, le choix de Blaise Compaoré reste au CDP, c'est son parti. Je suis le président exécutif, il en est le président d'honneur, et nous sommes en bonne intelligence pour le bien-être du CDP, pour le bien-être des militants, pour le bien-être de Burkinabé. Nous travaillons pour que le CDP reconquiert le pouvoir. Alors, Siaka Coulibaly, c'est quand même extraordinaire qu'à 4 mois seulement de l'élection présidentielle, dans un grand parti comme le CDP, on soit encore à se demander si le candidat à l'élection présidentielle est adoubé ou pas par le président d'honneur du parti. On est dans un schéma complètement surréaliste. Non, à mon avis, il n'y a pas autant que ça matière à s'offusquer, dans la mesure où, selon les dires du président du CDP, il y a une seule lettre qui a été envoyée par le président Compaoré. C'est celle qui est adressée au président du conseil de désignation, du collège de désignation. Donc c'est celle-là qui reconnaissent, qui est d'ailleurs brève, une page, je crois. Tandis que l'autre développe énormément et surtout définit un profil qui n'est pas du tout celui du candidat que le parti a désigné. Moi, j'estime que à partir du moment où la procédure de désignation a déjà eu lieu, tout ce qui arrive relève peut-être donc de l'exercice électoraliste. Ça peut provenir du CDP, la deuxième lettre, la longue lettre, mais ça peut aussi provenir d'autres adversaires du CDP. Donc, il ne faut plus retenir donc, la signature qui est au bas parce qu'elle est assez populaire maintenant, elle est sur Internet. Et comme le parti dit ne pas reconnaître cette seconde lettre-là, moi je considère ça comme à prendre en considération. Et le reste relève donc de la lutte politique. Ça veut dire des adversaires du CDP, des adversaires d'Edi Kombouego, qu'ils soient à l'intérieur du CDP ou en dehors du CDP, sont libres, à mon avis, en vertu de la lutte politique, d'utiliser tout moyen qui leur plairait. Ça peut arriver à d'autres candidats aussi, on verra bien d'ici l'élection. Donc pour moi, il n'y a pas tellement matière à s'émouvoir, d'autant que personne ne revendique la seconde lettre. On l'attribue à Blaise Compaoré, ce qui serait contradictoire avec sa première lettre. Et je ne suis pas très très certain qu'il aurait pu lui-même écrire deux lettres aussi contradictoires l'une que l'autre. C'est vous, l'intellectuel, qui savez faire la différence, mais au niveau des militants de base du CDP, est-ce que ce genre de situation n'est pas de nature à créer peut-être l'ambiguïté dans les mémoires? Mais c'est certain. L'objectif de la lettre, c'est ça. C'est de jeter le trouble dans les esprits, en particulier de ceux qui soutiennent Edi Kombouego, pour dire, bon, écoutez, c'est pas aussi sûr que ça que notre ancien président, qui est toujours membre du parti, c'est pas toujours sûr qu'ils soutiennent Edi Kombouego. Donc ça peut amener certains militants ou des supporters en dehors du parti à refroidir leur ardeur dans le soutien à Edi Kombouego. C'est ça l'objectif de la lettre. Donc il faut la considérer comme telle, à mon avis, comme c'est la lutte politique. Et les gens utilisent les moyens qu'ils peuvent trouver. Et c'est de bonne guerre, à mon sens. La lettre est sortie, ça va faire ses effets. Un dégât va être produit par cette lettre-là. Mais rappelez-vous qu'il y a eu également, au moment où il y avait vraiment de l'adversité dans la direction du parti, il y a eu également des lettres qui ont été publiées et qui ont été dites non attribuées aussi à Blaise Compaoré. Donc je crois que ce n'est pas du tout nouveau. C'est peut-être même cette période-là qui inspire ceux qui font ces lettres-là actuellement. Et comment est-ce qu'on peut juger l'axe de défense du président Edi Kombouego? Lui, il s'en tient donc aux aspects, disons, de faux de la lettre. Pour l'instant, à partir donc de l'élément qui vient de passer, il n'a pas tellement développé sur la lettre, parce que c'est une lettre qui, objectivement, a été produite pour attaquer Edi Kombouego. Donc je crois qu'il doit la considérer comme telle, et ça peut également permettre d'affûter son argumentaire en tant que candidat maintenant à la présidentielle, puisqu'il a été déjà adoubé. Donc, avec les éléments qui sont ressortis, on définit un profil, effectivement, qui lui est défavorable.
l'expérience politique, les relations à l'extérieur, le soutien des opérateurs économiques, etc., etc. Maintenant, c'est à lui. Peut-être que la lettre fera un dégât tout de suite, mais ça peut lui servir également à améliorer son argumentaire. Lassana Ouedraogo, comment vous regardez ce qui se passe chez vos adversaires? Peut-être un peu de loin, ça vous fait sourire? Ça nous fait sourire parce que Douglas, il se laisse prendre dans des propres pièges. Nous avons tenu notre congrès à Ouaga ici. Nos militants, de manière souveraine, ont désigné la personne qu'ils veulent qu'il soit candidat du MPP. Et ça a été fait comme ça. On ne va pas aller à Abidjan, on ne va pas aller à Paris, on n'irait nulle part. Les affaires du Burkina se règlent au Burkina Faso par les Burkinabés. C'est un peu surprenant qu'au niveau du CDP, qu'il soit obligé de trouver quelqu'un qui est pratiquement au-dessus de toute leur communauté militante. Ça, à la limite, on n'est pas très surprenant. Deuxièmement, quand je l'écoute, il n'y a pas de polémique à avoir sur ce terrain-là. Il y a un écrit qu'on attribue à Blaise Compaoré. Lui, il dit que ça doit être un faux. Et il indique déjà du doigt ceux qui sont à l'origine de ce faux. Je croyais qu'il nous indexe encore, nous et MPP, d'être derrière ça. Mais demander, tout simplement, pas impossible, peut-être. Demander à Blaise Compaoré d'authentifier ou de récuser. De dire clairement. Il a envie là. Tout à fait. S'il s'était, c'est qu'à quelque part, il sait pourquoi. Un silence peut-être curieux. Et quand il parle de que 27 ans, on n'a jamais vu Blaise Compaoré avoir un tel style, parce que c'est très agressif, etc. Blaise Compaoré est un renard. Il sait toujours, dans des situations difficiles, il sait toujours comment manager les choses pour contenter la chèvre et le chou. Alors, nous restons dans le cadre des élections à venir, c'est-à-dire des élections du 22 novembre prochain. Élections présidentielles et en même temps législatives, sauf que les députés, l'Assemblée nationale propose le report des élections législatives. C'était au thème d'un rapport qui a été adopté selon l'Assemblée nationale à l'unanimité par les députés. Le rapport a été remis au chef de l'État en cours de semaine. Les élections législatives de novembre 2020 doivent se tenir en 2021. C'est ce que recommande le rapport émanant de la tournée parlementaire effectuée sur le territoire national. Pour les députés de la 7e législature, un report des élections est nécessaire et ce au regard de la situation sécuritaire difficile. Le candidat à la législative est obligé d'aller dans les villages, d'aller dans les communes. Les candidats aux élections présidentielles peuvent avoir une sécurité parce que on se dit que peut-être ils ne dépasseront pas 20. L'État est en mesure de mettre même une dizaine d'éléments pour chaque élément à la présidentielle. Et l'expérience a montré que les candidats aux élections présidentielles s'arrêtent au niveau des chefs-lieux de région ou de province. En 2015, il y a eu environ 8000 candidats aux élections législatives. Cette année, il y en aura plus. Et donc, si on doit pouvoir aller dans les provinces, la circonscription provinciale, aller dans les communes, aller dans les villages. Allons-y. La mission des députés dans les régions les plus touchées par l'insécurité a permis d'analyser les défis sécuritaires en lien avec la crédibilité des élections de 2020. Selon ce rapport, les populations veulent la paix dans l'immédiat et non les élections. Ce sont des populations qui nous ont élus au nom de leur parti pour être à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous devons fouler aux pieds les intérêts de ces populations? Parce que nous avons des intérêts égoïstes? Je dis non. Notre souhait le plus ardent est que le Burkina soit en paix et qu'on dise que l'élection c'est demain. Mais nous devons travailler tous à cela. Nous devons travailler à la réconciliation des cœurs, à la réconciliation des fils du Burkina. Parce que sans cette réconciliation, on a beau avoir l'armement le plus cher du monde, nous ne pourrons pas venir à bout de ce fléau.
Ce rapport s'appuie également sur l'article 81 de la Constitution pour suggérer un report des élections législatives. La mission menée par les parlementaires courant juin 2020 a sillonné les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Moon. Les conclusions et recommandations de cette mission ont été présentées le 8 juillet dernier au chef de l'État. Voilà, proposition du report des élections législatives par l'Assemblée nationale. Réaction des états-majors des partis politiques, eh bien, la majorité comme l'opposition disent non à ce projet. Regardez, on les écoute. Report de l'élection législative à une date ultérieure. La majorité présidentielle et l'opposition politique disent non. D'un même ton ferme, les deux entités rejettent cette proposition de l'Assemblée nationale. Il faut que les deux élections présidentielles et législatives se tiennent le 22 novembre comme prévu, ont affirmé Simon Compaoré et Zéphirin Diabré, représentant respectivement la majorité et l'opposition aux sorties de leur concertation. Nous sommes arrivés à la conclusion commune des deux composants du dialogue politique qu'il était plus urgent et facile et approprié de nous en tenir aux conclusions du dialogue politique sur la même question, à savoir le maintien à une date unique, donc le couplage des élections législatives et présidentielles, et qu'il se déroule donc comme c'est prévu pour le 22 novembre 2020. C'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus tous les deux. Et bien entendu, dans le compte-rendu que nous ferons au chef de l'État qui a demandé notre observation, cette position-là sera réaffirmée. Cette proposition de reporter l'élection législative émane des députés qui, au terme d'une tournée dans les régions les plus touchées par l'insécurité, sont parvenus à la conclusion selon laquelle le contexte ne s'y prêtait pas et par conséquent qu'il serait souhaitable de découpler le scrutin du 22 novembre. Sur la question sécuritaire avancée par les élus nationaux pour justifier leur position, opposition et majorité ne souhaitent pas faire de commentaires. L'essentiel pour eux étant le respect du calendrier électoral. Non, nous ne souhaitons pas dire plus. L'essentiel, vous le savez, c'est que les deux composantes se sont entendues et ont estimé qu'à l'étape actuelle de nos préparatifs et des engagements que nous avons convenus ensemble, il est bon qu'on s'en tienne au timing qui a été adopté et qui est connu et qui, sur la base de ce timing, le corps électoral a été convoqué. Et nous, parti de l'opposition, parti de la majorité, nous travaillons sur la base de ce timing-là. Je crois que c'est l'essentiel. Et ça suffit pour aujourd'hui. Les deux partis iront rendre compte au président du Faso de leur décision. Lui qui, après avoir reçu le rapport des mains du chef du Parlement, l'a remis respectivement à l'APMP et au CEFOP pour avoir leur avis sur la question. Un avis désormais clair, pas de prorogation de mandat pour les députés. Et nous retrouvons nos invités. Siaka Koulibaly, c'est une situation complètement rocambolesque. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les députés à l'unanimité qui adoptent un rapport qui propose le report des élections législatives. Et après, il y a les états-majors des partis politiques d'où proviennent ces députés qui disent non, c'est une situation qu'on a rarement vécue dans le microcosme politique et démocratique burkinabé. Oui, tout à fait. Heureusement que je pense que, comme j'ai dit, toute l'affaire s'est contenue en une semaine. Donc du lundi à vendredi, l'affaire est réglée, d'autant que les états-majors sont prononcés en se basant sur les conclusions du dialogue politique pour rejeter la proposition de prorogation du mandat des députés. Ceci dit, les députés restent dans leur rôle également de faire des propositions sur la situation politique nationale. Ils ont eu le beau rôle de rédiger un rapport circonstancié qui argumente pourquoi il faut proroger donc ce mandat. Mais comme vous le savez, tout le monde réfléchit aujourd'hui à la situation politique, sécuritaire et sociale nationale. Donc les opinions également sont divergentes. Et je pense qu'à la proposition de l'Assemblée nationale a été confrontée d'autres opinions des citoyens, mais aussi d'hommes politiques qui ont peut-être influencé la position des états-majors des partis politiques, qui ont finalement
rejeté la proposition de prorogation. Hein, ce qui fait que si tout est respecté, cette idée de prorogation ne peut plus prospérer et la proposition de loi de prorogation ne sera plus à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Ceci dit, il faut aussi revenir sur un peu l'argumentaire déployé par les députés. Hein, l'argumentaire est essentiellement sécuritaire. C'est peut-être l'argumentaire qui n'a pas été suffisamment bien conçu, à mon avis, qui a permis qu'il y ait autant de désaccords autour donc, de l'idée. Pour la simple raison que l'enrôlement des électeurs s'est terminé le 9 juillet. Il aurait été peut-être plus pertinent pour l'Assemblée nationale de se baser sur ces rapports que la CENI aurait rédigés, définissant les zones où on a pu enrôler des électeurs et les zones rouges. Et là, on aurait pu calculer, avoir des quantums et dire oui, effectivement, on estime que pour certaines régions, le nombre de communes qui n'ont pas pu participer à l'enrôlement est tel que ces régions ou ces provinces ne peuvent pas valablement présenter un député avec une base politique valable. Mais ils n'ont pas attendu, à quelques jours seulement de la fin de l'enrôlement, ils ont sorti leur rapport en se basant sur les mêmes arguments. On se demande sur quelles données les députés ont pu... Il faut peut-être préciser que c'était après une tournée dans ces zones sous tension. Et si on retient l'argument sécuritaire, comme vous le dites, il y a un exemple à côté, au Mali, où le candidat Soumaïla Cissé, au cours d'une campagne électorale législative aussi, a été enlevé et kidnappé, et il n'est toujours pas retrouvé à l'heure actuelle. Est-ce que quand on observe cette situation, la proposition des députés ne peut pas tenir le chemin? Est-ce qu'il faut prendre tous les risques? Le risque sécuritaire existe pour tout le monde. Même nous qui sommes en train de parler ici, le risque sécuritaire existe. Et l'exemple, effectivement, de Soumaïla Cissé est à prendre en considération. Mais le poids d'une élection législative, des élections législatives et d'une élection présidentielle dans la vie d'un État est tel que, à mon avis, les considérations de sécurité telles qu'elles sont aujourd'hui ne suffisent pas pour remettre en cause la tenue des élections. Au demeurant, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour qu'on aille aux élections. Le gouvernement a adopté un décret fixant le calendrier électoral, donc la date des élections au 22 novembre. C'est en considération donc, de certaines données du terrain également. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on permette à la CENI de nous dire, puisqu'il s'agit d'élections, où on a pu enrôler des électeurs et où on n'a pas pu enrôler des électeurs. En ce moment, on fera le pourcentage, on verra qu'à tel endroit, on peut également, comme ça a déjà été le cas, reporter des élections dans certaines zones pour en faire des élections partielles. Plus tard. Donc, au lieu que ce soit un report général, on peut reporter 2 ou 3 provinces pour mai 2021, correspondant donc au municipal, ou au-delà de mai, parce qu'on ne sait jamais quelle sera la situation même en 2021. Lassane Sawadogo, au MPP, votre position est laquelle? C'est-à-dire qu'il faut aller coûte que coûte aux élections législatives, même si la situation sécuritaire est défavorable? Non, c'est pas. Nous ne voyons pas les choses de cette façon. Nous avons considéré, les députés ont fait une sortie sur le terrain, et d'une très bonne chose. Ils ont produit un rapport qu'ils ont présenté à la plénière, c'est bon. Le fait d'avoir fait le rapport également, c'est quelque chose qui est normal. Ça participe donc de leur mission. Maintenant, le fait d'avoir mis également le doigt sur la question sécuritaire, je pense que c'est une question qui est tout à fait normale. Maintenant, là où le bas blesse, c'est la thérapeutique qui est proposée pour gérer les problèmes qu'ils ont identifiés par rapport à la tenue des élections.
c'est tout ce de dire, on découple les deux élections, présidentielles et législatives, et on envisage de tenir des élections couplées, législatives municipales en 2021. On ne voit pas sur quelle base scientifique ces propositions-là sont faites. Parce que en 2021, d'abord, nous croisons tous les doigts pour que la situation soit meilleure que celle qui prévaut aujourd'hui. Mais personne ne peut dire à l'heure actuelle qu'en 2021, la situation peut ne pas être différente de celle que l'on vit actuellement. Et s'ils disent que pour les législatives, c'est des élections de demi-proximité, pour les municipales, c'est des élections vraiment de proximité. Les électeurs pour les législatives, les électeurs peuvent voter à partir du chef-lieu de province. Ils peuvent voter à partir du chef-lieu de commune. Mais pour les municipales, les gens doivent voter au village. Donc c'est prendre des risques inouïs que de vouloir donc ne pas reporter les législatives pour les faire coïncider avec les municipales l'an passé. Et nous, au niveau de la classe politique, on s'est retrouvés à l'initiative du président du Faso. Quand on allait à ce dialogue, nous sommes allés, notre proposition c'était de décupler les deux élections. Qu'on fasse les présidentielles en 2021 et qu'on fasse les législatives plus tard. L'opposition est venue, elle a considéré que non, il faut faire des élections couplées en 2020, présidentielles législatives. Ils ont développé des arguments. Nous avons considéré que les arguments qu'ils ont développés étaient pertinents. Nous avons cédé. Quand on parle également de réconciliation nationale, l'opposition est venue pour dire il faut que les exilés là-dedans ne pas reviennent. Pour une fois, il y a eu un consensus. Oui, nous avons dit non. Il n'y a pas opposition et majorité. Et puis l'opposition a fait une concession. Et c'est pourquoi on est arrivé à des conclusions consensuelles. Et l'une des conclusions consensuelles, c'est la tenue des élections couplées, présidentielles, législatives, le 22 novembre. Nous sommes des hommes de parole. Nous ne pouvons pas avoir donné notre accord pour ça et puis revenir par d'autres voies pour remettre en cause ce consensus. Cela dit, d'ici novembre, peut-être que la situation sur le terrain peut évoluer on espère. Et amener peut-être à prendre d'autres décisions. Nous avons fini avec le Burkina Faso, nous allons aller dans un pays voisin, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est en deuil parce que son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, est décédé. C'était le 8 juillet dernier. Amadou Gon Coulibaly qui laisse derrière lui une famille politique, un pays en deuil, mais une famille politique aussi en deuil. On va d'abord écouter les réactions de quelques leaders politiques, quelques responsables des partis politiques ivoiriens qui reconnaissent en l'homme un homme d'État, un homme de devoir. Dans un contexte où le peuple ivoirien est très éprouvé par la pandémie de la Covid-19, cette disparition vient rajouter à notre désarroi. Je voudrais donc, au nom du Front populaire ivoirien, présenter toutes nos condoléances au président de la République d'abord, le président Alassane Ouattara, dont M. Amadou Gon était un fidèle compagnon, au gouvernement tout entier. Je voudrais vraiment marquer la disponibilité de tout le Front populaire ivoirien pour prendre toute sa part dans les obsèques nationales que le pays doit à ce haut fonctionnaire de l'État, à ce cadre de très grande valeur, ce technocrate qui accorde beaucoup d'importance au travail, à la rigueur, et qui part privant le pays d'une valeur sûre pour son redressement. Ça a été donc un choc hier en fin de journée lorsque nous avons appris la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mon frère, mon ami de plusieurs années avec qui nous avons fait beaucoup de choses, en particulier au plan politique, mais aussi au plan gouvernemental, puisque j'ai été membre de son gouvernement et avant, nous avons travaillé ensemble en sa qualité de secrétaire général de la présidence. Je voudrais dire que c'est un grand homme. Je le confiais au président de la République à qui je présente mes condoléances en même temps que la famille biologique et notre grande famille politique. Que j'avais connu Amadou Gon jusqu'à ce que je sorte du gouvernement en 2016. Et à mon retour en 2018 au sein du gouvernement,
j'ai découvert un Premier ministre compétent, qui connaissait les dossiers, un homme de dossier. C'est un homme politique qui part dans des conditions particulières, ça aura un impact donc sur nos activités au plan national. Je souhaite que nous ayons cette grandeur-là de nous mettre au-dessus, de nous rassembler. On peut considérer qu'il est mort à la tâche, les armes à la main pour la Côte d'Ivoire. Cela attriste, cela fait mal, cela peine. Parce qu'au-delà de toute considération, c'est le serviteur de l'État que nous voyons. C'est le fils de la nation que nous voyons. Mais vous savez que le Premier ministre Amadou Gon a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Ils se sont fortement côtoyés déjà à la création du RDR, avec feu Jenny Kobina, qui est un ami, un frère au président Laurent Gbagbo. Ils ont collaboré aussi dans le cadre du Front républicain. Et le Premier ministre Amadou Coulibaly a été ministre du président Laurent Gbagbo. En tant que ministre de l'Agriculture, il a été membre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez donc que la perte du Premier ministre Amadou Gon est ressentie aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo comme la perte d'un ancien compagnon, d'un ancien collaborateur et d'un frère. C'est pour cela que nous adressons notre condoléance les plus émues au peuple de Côte d'Ivoire qui perd un digne fils. Comme c'était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est mort en fonction, il me semble que c'est tout le peuple entier qui est frappé par ce deuil. Je voudrais donc présenter au peuple de Côte d'Ivoire toutes mes condoléances. J'ai connu l'homme, bien sûr, avant qu'il ne soit Premier ministre. Nous avons partagé des grands moments ensemble, dans les moments de braise, dans les moments de lutte. Cela me renvoie à la période d'après coup d'État de 1999. J'étais, moi, à la recherche du retour de mon président, le président Bédié, et lui à la recherche du retour de son président, le président Alassane Ouattara. C'est en ce moment-là que j'ai côtoyé l'homme et j'ai appris à le connaître. La Côte d'Ivoire perd en sa personne un homme de devoir. Il a eu un idéal au RDR, il lui a cru jusqu'à sa mort. Eh bien, je lui dis respect et je m'incline devant sa dépouille. Voilà, et nous prenons maintenant la direction d'Abidjan, où nous retrouvons par téléphone Fernand Dédé, journaliste indépendant. Fernand Dédé, bonsoir. Bonsoir. Fernand Dédé, Abidjan aujourd'hui, c'est une atmosphère de préparation d'obsèques du Premier ministre? Oui, l'ambiance est toujours aussi lourde comme le temps maussade qui indiqué par la météo. On se prépare à Abidjan au niveau de l'État de Côte d'Ivoire à rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre décédé le 8 juillet dernier. Et les premiers éléments de ce périple qui va conduire Amadou Gon à Korogo, à sa ville natale, le 17 juillet, eh bien, tout commencera par le palais présidentiel pour un hommage de la nation. Ensuite, les militants de son parti, le RHDP, le mercredi, à la mosquée de la Riviera à 13h ce mercredi. Et ensuite, le corps sera transféré à Korogo, où les veillées traditionnelles religieuses auront lieu. Ensuite, l'inhumation dans la plus stricte intimité familiale. Fernand Dédé, une fois l'inhumation terminée, on reviendra à la réalité, pour ne pas dire la réelle politique. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly provoque un grand bouleversement au sein de la politique ivoirienne, notamment au sein de sa famille politique, le RHDP. Aujourd'hui, on parle de candidats qui devaient remplacer Amadou Gon Coulibaly à l'élection présidentielle, candidat du RHDP. Est-ce qu'il y a des noms qui sortent du bois sacré déjà? Alors pour l'instant, toutes les formations politiques ont eu les batailles et querelles politiciennes
quotidienne pour rendre hommage à Amadou Coulibaly. Le domicile de sa mère dans le quartier des Deux Plateaux ne désemplit pas. Tous les leaders politiques, tous les partis politiques, Mme Maria Conan-Bédié, l'épouse de l'ancien président de la République, est passée à signer le livre d'or. Le président Laurent Gbagbo, l'ex-président, a délégué ses proches pour également présenter leurs condoléances à la famille. C'est toute la classe politique ivoirienne qui fait front dans la douleur, dans le deuil et qui défile au domicile d'Amadou Kon. Pour l'instant, la politique est au second plan, c'est vrai, mais il y a 48 heures, le directeur exécutif du RHDP s'est fendu d'une déclaration qui certainement va valoir son pesant d'or juste après l'inhumation de Amadou Coulibaly. Il a dit toutes les cartes sont désormais sur la table. Il n'est pas exclu de demander au président Alassane Dramane Ouattara de revenir sur sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Il avait dit justement lors d'une visite d'État à Katiola, dans le nord du pays, dans le centre-nord du pays, eh bien, je souhaite passer la main à une jeune génération. Je demande donc de passer la main à une jeune génération. Mais si les candidats de ma génération veulent se présenter, je me présenterai. Eh bien, Adama Togo a remis cette déclaration sur la table, ce qui dénote déjà très rapidement qu'après l'inhumation d'Amadou Coulibaly, aussi bien au niveau du RHDP qu'au niveau des autres partis politiques, eh bien, le débat va se focaliser sur justement la candidature du RHDP pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que selon vos informations, au niveau du RHDP, on penche plus vers un retour sur la scène politique parlant d'élection présidentielle de Alassane Ouattara, plutôt que peut-être de choisir un autre homme comme Ahmed Bakayoko, dont le nom revient très souvent? Alors, pour l'instant, il y a une pétition qui a été lancée justement par des cadres du RHDP. Ils demandent la signature d'au moins 700 000 pétitionnaires pour permettre justement au président Alassane Ouattara de mettre la pression sur le président Alassane Ouattara. Pour l'instant, c'est cette piste qui est la plus en vue dans les coulisses, les couloirs, les salons secrets des cadres du RHDP. Le retour du président Alassane Ouattara, lui-même ne s'est plus jamais prononcé depuis le décès de son collaborateur, son fidèle compagnon. Il s'est muré dans un silence qui exprime toute la douleur qui l'étreint. Eh bien, pour l'instant, c'est une bataille en coulisses où les pro-ados, en tout cas ceux qui souhaitent que le président revienne sur sa décision, mettent la pression, des pétitions, des déclarations. Eh bien, ils ont ouvert des pages sur les réseaux sociaux pour demander justement à leurs militants de se mobiliser pour le retour du président Ouattara sur la scène politique. Pour l'instant, on parle évidemment d'Ahmed Bakayoko, mais ce n'est pas totalement le choix pour ce que nous observons. Il n'est pas le choix, la première pièce en tout cas, dans le choix des militants du RHDP, notamment les cadres de la direction exécutive. Fernand Dédé, il faut bien sûr trouver un candidat pour le RHDP, mais il faut aussi trouver un nouveau Premier ministre pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des noms qui sortent à ce niveau-là? Oui, au niveau de la primature, les choses devraient aller très très vite parce que déjà ce lundi, il y a un conseil des ministres extraordinaire qui est convoqué à 10 heures, présidé par le chef de l'État. Ensuite, à 11 heures, il y aura un conseil national de sécurité. C'est sûr qu'en raison justement de l'organisation des obsèques, des mesures jusque-là édictées pour juguler la crise sanitaire à coronavirus, ces mesures-là vont être allégées, fortement allégées. Jusqu'à présent, dans le Grand Abidjan, les rassemblements étaient limités à 50 personnes, avec la vague d'émotions qui s'est emparée de tout le pays, et particulièrement des militants du RHDP, c'est sûr, avec la veillée qui est prévue au Parc des Sports ce mercredi. Eh bien, certainement que le Conseil national va alléger les mesures, certainement augmenter, plus encore autoriser un plus grand nombre de personnes au rassemblement. Alors, vous parlez du Premier ministre, un nom revient très
récemment. Et depuis d'ailleurs le 2 mai dernier, 2 mai, la date à laquelle l'ex-premier ministre avait été évacué à Paris après son malaise, le nom qui revient, c'est celui de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, militant du PDCI RDA, mais aujourd'hui apparenté au RHDP, qui a donc accepté le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara, qui a été nommé secrétaire général de la présidente de la République, qui est l'homme au premier plan. Il a d'ailleurs averti que tout le monde en parlait, certains confrères avaient déjà annoncé sa nomination. Il a prévenu ce matin dans une note, dans un post sur sa page Facebook, eh bien, il faut arrêter, il n'a pas encore été nommé, il n'a pas de décret, il faut arrêter justement de prêter des intentions parce que c'est comme ça qu'il le considère. Il continue de pleurer celui qu'il a appelé son ami Amadou Gon Coulibaly. Voilà, Fernand Dédé, merci. Ce qu'on retient, c'est que pour l'instant, à Abidjan, on a l'heure du deuil. Mais très rapidement, comme vous l'avez dit, la politique devrait revenir au premier plan. Nous vous contacterons pour des dernières informations sur l'évolution politique en Côte d'Ivoire. Merci, Fernand Dédé. Merci. Alors, Séka Coulibaly, on est dans une phase d'incertitude politique en Côte d'Ivoire. Oui, c'est réel que le décès du Premier ministre et surtout Dauphin, candidat, disons, du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre, va bouleverser les données au niveau du RHDP d'abord, mais surtout au niveau de la scène politique nationale. Il y a des supputations sur les possibilités que le président Alassane Ouattara se présente pour un mandat supplémentaire. Pour moi, je pense que compte tenu de la donne Bédié, qui est candidat, la candidature éventuelle du président Alassane Ouattara est presque certaine, à mon avis. Presque certaine. Presque certaine. C'est une question de parallélisme dans la politique nationale ivoirienne. Le président Bédié est un poids lourd. Il faut peut-être un étalon à la hauteur de son image et de son expérience pour éviter que le RHDP, du moment où ils ne sont plus partenaires avec le PDCI, ne perde le pouvoir au profit donc de maintenant cet adversaire politique-là. Donc, ce serait très risqué de chercher dans le RHDP actuel un candidat pour remplacer Amadou Gon Coulibaly. Les choses auraient été différentes si l'ex-président de l'Assemblée nationale était resté dans les rangs du RHDP. Lui, il a peut-être les cartes, je ne dirais pas équivalentes au président Bédié, mais peut se rapprocher quand même de cette image-là. Le problème peut-être dans la thèse que vous avancez, et très rapidement, c'est que il y a deux choses qui vont compter si Alassane Ouattara devait revenir. D'abord, il y a le problème constitutionnel qui n'est pas assez clair sur la situation. Et puis, quand on a été chef d'État et qu'on a déclaré solennellement devant la face du monde entier, qu'on a même été félicité par des chefs d'État du monde entier, qu'on ne briguera plus un troisième mandat, revenir sur sa parole et revenir sur la scène politique, est-ce que cela ne fait pas assez désordre? Oui, ça fait tout à fait désordre, mais à l'impossible, nul ne sera tenu si ils se rendent compte au niveau de la famille RHDP qu'ils n'ont pas un autre candidat qui puisse faire face au président Bédié. Je crains qu'il ne puisse revenir sur sa décision de ne plus être candidat. Parce qu'il a dit de bonne foi, et il a démontré notamment en désignant son remplaçant pour la course présidentielle. Donc, moi je crois qu'il a donné la preuve qu'il avait vraiment l'intention de se retirer de la scène politique. Mais vu cet événement impromptu, on ne saurait peut-être lui tenir autant rigueur. Si Amadou Gon Coulibaly était toujours vivant, ça aurait été très désordonné pour lui de vouloir revenir se présenter. Mais du moment où le candidat désigné, adoubé par le parti, n'est plus... Séka Coulibaly, pardon de vous interrompre, mais dans un grand parti comme le RHDP, on ne peut pas résumer ce parti-là à une seule candidature. Est-ce que ça ne fait pas l'effet d'un échec qu'on n'avoue pas s'il faut que le parti compte sur une seule personne? C'est un point de vue extérieur au parti. Il faut réfléchir également, essayer de se mettre à la place des cadres du parti, de la direction politique du parti,
qui va réfléchir victoire le 31 octobre 2020, et non pas les considérations moralistes où le président Alassane a fait œuvre utile en ne se présentant pas. Il a été reconnu un grand démocrate, notamment par le président français Emmanuel Macron. Publiquement. Donc c'était très bien, mais je crois que tous étant des hommes politiques, ils auront une fenêtre sur cette possibilité que Alassane revienne. Nous ne disons pas aujourd'hui que c'est fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a le dos au mur? Ah, il a bien sûr le dos au mur. Comme je l'ai dit, il s'agit ici d'une question d'image. Le président Bédié est tel en Côte d'Ivoire qu'il va falloir présenter quelqu'un, surtout que la gestion des 5 dernières années a été émaillée par cette rupture entre le RHDP et le PDCI, qui a été présentée par le PDCI, notamment par le Bédié lui-même, comme une trahison de leur accord passé en 2010. Donc il faut corriger ça en ne permettant pas que cela puisse être capitalisé pendant l'élection, en disant oui, ce sont des traîtres, ne votez pas leurs représentants, etc. Pourtant, le président Alassane, lui, il a plus d'arguments, à mon sens, aujourd'hui. Quand on regarde donc la famille politique RHDP, je ne vois pas qui pourrait équivaloir le président Bédié en termes de candidat. Nous allons évoluer rapidement, passer tout de suite à la situation au Mali, mais avant, M. Lassana Ouattara, vous savez que la politique en Côte d'Ivoire a toujours un impact sur le Burkina Faso voisin. Les deux peuples sont très entremêlés. Comment est-ce que vous jugez cette situation en Côte d'Ivoire, cette situation politique? Bon, je suis un peu embarrassé par ce qui se passe actuellement en République de Côte d'Ivoire. C'est un bouleversement qui est là au sein d'une composante importante, la classe politique, la scène politique ivoirienne, provoquée par le décès du Premier ministre dauphin désigné, dont on dépend du président Alassane Ouattara, en la personne de feu Amadou Gon Coulibaly. Ce que je déplore dans tout ça, ça veut dire donc que je pense tout le monde savait quand même que Gon Coulibaly n'était pas en bonne santé. Donc ce qui est arrivé pouvait arriver à tout moment. Pourtant, c'est sur lui que Ouattara a jeté son dévolu pour sa succession. Je pense que dans une telle hypothèse, s'il devait le faire, il devait prévoir un plan A et un plan B. Or, à l'heure actuelle, si le plan B semble être le retour d'Alassane Ouattara à la candidature pour l'investiture de son parti, ça semble un peu... ça peut donner lieu à plusieurs interprétations. Donc, je crois également, regardez du côté du PDCI, que Bédié veut encore révéloter. Je pense que c'est quand même symptomatique d'un problème de succession intergénérationnelle au sein de la classe politique ivoirienne. Quand vous regardez également du côté de Gbagbo, actuellement, ses ambitions sont bridées par ses ennuis judiciaires, mais il est clair que si d'ici là sa situation lui permettait de se porter candidat, et c'est le candidat aussi. Ce serait donc pas une élection qui aurait pu regrouper des anciens chefs d'État et des chefs d'État en exercice. Bon, je pense que c'est une situation qui est assez exceptionnelle. Dans ça, ce que chacun doit se dire, c'est de savoir qu'il ne faut pas faire le combat de trop. Tout à fait. À un moment donné ou à un autre, il faut prendre ses responsabilités et laisser d'autres personnes, parce qu'eux aussi donnent pas, c'est des gens qui les ont mis en selle. Voilà pourquoi ils ont excellé et arrivé là où ils sont. Et aussi à leur tour, ils doivent travailler. On ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas suffisamment de potentialité au sein des générations intermédiaires pour gérer les affaires de la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas à ça. Les hommes providentiels, je n'y crois pas. Nous avons souffert de ça. C'est ça qui a provoqué l'insurrection de 2014. Ils peuvent s'inspirer de notre expérience pour ne pas commettre les mêmes erreurs
Alors, le climat politique dans la sous-région Bou, nous allons prendre maintenant la direction du Mali. Le Mali où la situation est toujours tendue et confuse. Les manifestants sont encore dans les rues, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce sont des images d'hier ou d'avant-hier, mais les manifestants sont encore dans les rues. La situation est toujours confuse, la situation est toujours tendue. Il y aurait des personnes qui auraient été arrêtées, mais le Premier ministre, Boubou Cissé, s'est rendu, vous allez le voir sur ces images aussi, sur les lieux après le déferlement des violences. Le Premier ministre malien que vous voyez, Boubou Cissé, qui est allé constater les dégâts qui ont été provoqués par la furie des manifestants depuis 48 heures. Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, que nous écoutons maintenant, il réagit après sa visite. Chacun a suivi hier les événements qui se sont passés dans notre pays, en l'occurrence dans la capitale ici à Bamako. Des actes de vandalisme, l'Assemblée nationale qui se retrouve pillée, saccagée, l'ORTM occupé, des biens d'honnêtes citoyens aussi pillés, des voitures d'agents de service public qui ont été vandalisées et saccagées également. Et ce sont des actes évidemment que le gouvernement condamne et que nous souhaitons ne plus voir se répéter dans notre pays. Ce sont des actes qui ont engendré des blessés graves et même plus graves, des morts. Je présente évidemment mes condoléances les plus émues aux familles de ceux qui ont perdu leur être cher. Et les blessés que je viens de visiter, je leur souhaite aussi un prompt rétablissement. Je suis venu les revoir aussi pour porter à ces blessés toute la compassion du président de la République et la mienne. Leur dire également que le président de la République, le chef de l'État, est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. Et en ce sens, il ne cessera pas de nous exhorter à nous écouter et à trouver des solutions à nos problèmes à travers justement l'écoute et non l'affrontement. Je voudrais aussi pratiquement reprendre à mon compte l'appel que le président de la République leur a lancé, qui est un appel de dialogue, et reprendre cela à mon compte en lançant le même appel à l'ensemble des fils et des filles du Mali pour que nous nous retrouvions, nous nous donnons la main pour trouver des solutions à l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons de grands défis, des défis sécuritaires, des défis de santé, des défis de développement que nous ne pourrions résoudre qu'en étant ensemble, main dans la main. Et j'espère que cet appel-là, cette invitation-là, en particulier aux acteurs, aux responsables du mouvement du 5 juin, sera entendu et sera accepté. Voilà Boubou Cissé, le Premier ministre malien que vous venez d'entendre. Et nous repartons à Bamako, cette fois-ci au téléphone en direct avec Banou Diko, journaliste au journal Le Prétoire. Banou Diko, bonsoir. Bonsoir. Alors Banou Diko, au moment où nous parlons, comment est-ce qu'on peut décrire l'ambiance à Bamako? C'est une situation très tendue à Bamako ici depuis 72 heures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette crise, le Mali traverse l'une des plus graves crises de son histoire, après celle de 91 qui a conduit à la chute de la dictature. Depuis 72 heures, Bamako, les points stratégiques de Bamako sont occupés par les manifestants et on assiste. Bamako est devenu une véritable zone d'affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants du mouvement M5. C'est vraiment la désolation, c'est des casses, c'est des pillages, notamment au niveau de l'Assemblée nationale du Mali. Les stations de la compagnie Total ont été saccagées aujourd'hui. Et hier, c'était très dur entre les policiers et les manifestants dans les différents commissariats de Bamako.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu encore des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, ou est-ce que la situation a un peu baissé de tension? Effectivement, on pensait passer une journée plus ou moins calme, mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Parce qu'aujourd'hui, dans le quartier de Badalaboukou, le quartier où réside l'imam Mahmoud Diko, ils ont procédé à l'inhumation de 4 corps, 4 manifestants qui sont tombés hier devant la maison de Mahmoud Diko. Juste après l'inhumation de ces 4 corps, il y a eu un affrontement violent, très violent, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Dans le quartier de Badalaboukou, quartier Mali, Troukourouboukou, entre autres. Jusqu'à 18h, ça n'allait pas du tout dans ces différents quartiers, en commune 5 du district de Bamako. Alors, parlant de l'imam Diko, il aurait été arrêté? L'information est confirmée? Non, pas du tout. L'imam Diko n'a pas été arrêté. Hier, aux environs de 17h, il y a eu cette fausse information qui a circulé dans tous les quartiers de Bamako, ce qui a suscité une forte mobilisation des amis et sympathisants de Mahmoud Diko pour partir, selon eux, prendre garde devant la résidence et la mosquée de l'imam qui est l'autorité morale du mouvement M5. C'est suite à cette mobilisation qu'il y a eu un affrontement violent entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et le bilan, selon le chargé de communication du mouvement M5, il y aurait au moins ça, selon lui, parce que jusqu'à présent, pas officiel, hier le Premier ministre faisait état de 4 morts, mais selon le chargé de communication, il y aurait eu 17 morts, non confirmés pour le moment, mais nous avons assisté cet après-midi à l'inhumation de 4 corps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la situation à Bamako est en train de dégénérer? La situation a dégénéré parce que depuis 72 heures, depuis le début de la désobéissance civile, c'est l'affrontement et on craint beaucoup pour demain. On ne sait pas quelles sont les actions futures du mouvement M5 parce que déjà, selon nos informations, il y a une trentaine d'arrestations des leaders de ce mouvement. Mais parmi les personnes arrêtées, l'avocat Maître Muntakata l'a pu le gagner chez lui. Il a bénéficié d'une disposition communautaire qui régit la poursuite contre un avocat dans la zone IMOA. On craint beaucoup pour demain, on ne sait pas quelle sera la suite des événements pour demain, on ne sait pas pour le moment. Alors, on vient de voir une sortie du Premier ministre sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État, le pouvoir, est en train de reprendre la main sur la situation au Mali? Non, pas du tout, puisque le Premier ministre Dr Boubou Cissé est contesté, puisque le mouvement M5 estime que la reconduction du Premier ministre Boubou Cissé par le président de la République sans pour autant consulter les acteurs de la contestation, sans pour autant consulter la classe politique, pense qu'en réalité, c'est du mépris vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la majorité présidentielle, de l'opposition et d'autres contestataires. Donc, Boubou Cissé, aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité. C'est vrai, il a lancé un appel présent hier quand il a quitté l'ORTM, la radio nationale, la radio et la télévision nationale, l'hôpital Gabriel Touré. Il a lancé un appel en demandant aux responsables du mouvement M5 de mieux cadrer les manifestants pour rester dans le cadre de la loi. Mais en réalité, dire que le pouvoir de Bamako est en train de prendre les choses en main, ça sera un peu trop précipité. À Bamako aujourd'hui, c'est l'incertitude totale. Banou Diko, sait-on où se trouve le président Ibrahim Boubacar Keïta? Personne ne peut dire où se trouve le président de la République actuellement, mais selon nos informations, Ibeka est actuellement chez lui à Sébininkourou. Est-ce qu'il y a des négociations en souterrain en cours pour essayer d'apaiser la situation? Voilà, au fait,
je me réfère un peu sur son discours d'hier, parce qu'en 72 heures, le président de la République a fait 2 adresses à la nation, en moins de 72 heures, je dirais. Dans son discours, il n'a pas écarté l'option du dialogue. C'est pourquoi aujourd'hui, sur la télévision nationale, nous avons assisté à des appels à l'apaisement, notamment du Haut Conseil islamique à travers Ousmane Chérif Haïdara. L'imam Mohamed Diko, après l'inhumation des 4 corps, a appelé à l'apaisement, au calme, à la retenue. Les familles fondatrices de Bamako et également l'archevêque de Bamako se sont tous mobilisés aujourd'hui pour appeler les différentes parties au dialogue. Maintenant, le président de la République a été plus ou moins clair dans son discours quand il dit qu'il ne va pas changer d'attitude et qu'il va former un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement, il n'y aura pas de casseurs. Il n'y aura pas de casseurs, ce qui veut dire qu'il n'est plus disposé à former son gouvernement d'union nationale avec le mouvement M5. Cela sous-entend que la contestation risque de prendre une autre dimension à la suite de la formation future du gouvernement. Il faudra peut-être attendre que ce gouvernement soit formé pour le juger. Banou Diko, merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Merci. Siaka Coulibaly, ça commence à être de plus en plus difficile pour Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Oui, je pense que c'est plus difficile pour le Mali lui-même, étant donné que la situation telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est un enlisement. Apparemment, le président maintient sa position de ne pas intégrer certaines personnalités de l'opposition dans son gouvernement. D'ouverture. Même s'il veut faire l'ouverture, il y a des personnalités qui ne voudraient pas voir. Or, au point où sont les choses, je me dis que les manifestants apparemment n'agissent même plus sous la direction du M5. Une fois que c'est lancé comme ça, par endroits dans les quartiers, les gens s'organisent, prennent des initiatives. Et même les appels lancés par les dirigeants peuvent ne pas désamorcer la manifestation telle qu'elle se trouve aujourd'hui. C'est pour ça que, or, il faut rappeler ici que l'imam Diko, par exemple, a toujours été en désaccord avec les formations politiques membres du M5 sur l'utilisation de la violence. Donc les 2 premières marches, vous l'avez vu, il n'y avait aucune violence dans ces marches-là. C'est lorsque je pense que le moment charnière, ça a été le retour d'Ibeka de Nouakchott. Peut-être qu'il a eu des assurances de la part de ses pairs là-bas, mais il a un peu durci le ton en disant qu'il ne voudrait pas voir certaines personnes, etc. D'où le débordement de l'imam Diko vers la violence qu'on ne peut pas attribuer à quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, moi je crois qu'on devrait discuter sur 2 éléments concrets. Le fait que le Premier ministre ait été désigné par Ibeka et que cela ne corresponde pas à la vision du M5, on peut toujours discuter sur le Premier ministre. On peut encore changer, c'est un acte de nomination qui a été fait par le chef de l'État. Si le dialogue s'est fait et qu'il y a un accord, on peut toujours changer de Premier ministre, c'est possible. Deuxièmement, le deuxième point d'achoppement, c'est l'Assemblée nationale. La dissolution est réclamée par le M5, ce qui n'est pas du tout envisageable pour le président. Donc, la formule intermédiaire serait de faire un gouvernement d'union qui intègre donc des dirigeants ou des représentants du M5, même si certaines personnes ne vont pas venir, qu'ils soient représentés, et qu'on s'entende sur une date de législative anticipée. Peut-être pas aujourd'hui, dissoudre l'Assemblée, à mon avis, ça revient à faire un vide juridique, puisqu'il faut que ça fonctionne. Donc si on dissout aujourd'hui, ça va être difficile. Il faut fixer des législatives anticipées, peut-être dans 6 mois ou 1 an, mais sur la base d'un gouvernement d'ouverture d'union qui a été fait et qui va organiser ces élections législatives. Ces propositions me semblent être de nature à faciliter un peu l'apaisement, plutôt que de ne pas en parler du tout. Le président a fait son adresse hier, il n'en a pas parlé, ce qui fait que les manifestants continuent et demandent encore la revendication maximaliste du départ d'Ibeka du pouvoir. Et à tout moment, les choses peuvent complètement dégénérer. Au et parce que là, dégénérer gravement. On reste dans une hypothèse où l'armée est restée neutre. Il faut le lui reconnaître. Il faut le lui reconnaître. Elle n'a pas chargé les manifestants au profit du pouvoir.
Elle n'a Il pas y a eu non quelques plus... blessés, quelques morts quand même. Oui, mais ça, c'est la police qui l'a fait dans le maintien de l'ordre. On est au premier niveau du maintien de l'ordre. Donc l'armée est restée neutre. Or, on sait que ce genre de situation, c'est la position de l'armée qui détermine dans quel sens les choses peuvent avancer. Pour l'instant, l'armée a réellement respecté son rôle républicain. Elle n'a penché, disons, ni du camp des manifestants, ni dans le camp du président de la République. Donc il faut veiller à ce que l'armée maintienne cette posture-là et que ce soit le dialogue politique. C'est là où je trouve que la communauté internationale, à mon avis, est assez nonchalante sur le dossier malien, parce qu'on aurait dû déjà envoyer des personnalités internationales de premier plan, qui peuvent être le secrétaire général des Nations Unies, qui convoquent donc des pourparlers forcés, ou des chefs d'État de la sous-région, je pense au président Macky Sall, je pense au président Bouhari, qui peuvent se déporter sur le terrain malien et puis obliger les acteurs à engager le dialogue. Et parlant de l'armée, si la situation reste bloquée pendant longtemps, peut-être que l'armée peut être amenée à prendre ses responsabilités. Et puis bon, on passera peut-être à autre chose, on assistera à autre chose. Lassana Ouagadougou, vous savez, avec le Mali, on a une grande frontière et puis il y a ce problème sécuritaire. Toute déstabilisation ou manque de stabilité au Mali a directement un impact sur le Burkina Faso en termes de sécurité. Oui, certainement. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'au Mali, à l'heure actuelle, on a la forte impression qu'il y a eu un divorce entre la légitimité et la légalité. Et un pays ne peut être stable que lorsque les deux sont ensemble. Le pouvoir est à la fois légal et légitime. On a l'impression que le gouvernement d'Ibeka lui-même et son gouvernement ont la légalité, mais qui sont en train de perdre la légitimité. De l'autre côté, le mouvement M5, peut-être qu'ils ont la légitimité, mais ils n'ont pas la légalité. Donc, le travail qu'il faut faire, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait un croisement, encore une fois, entre légitimité et légalité. Concernant donc, quand vous demandez par exemple, regardez les revendications donc, des contestataires, ils veulent faire de Ibrahim Boubacar Keïta une reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il doit nommer un premier ministre qui soit désigné par eux. Et ce Premier ministre doit avoir entre ses mains tout le pouvoir exécutif. Ibeka doit être là pour inaugurer les chrysanthèmes. Il demande également que l'Assemblée nationale soit dissoute, sans proposer qu'il y ait des élections pour la mise en place d'une autre Assemblée nationale. Il y a le problème ancien de la Cour constitutionnelle. Ibeka, dans son message hier, a prévu de trouver une solution à ce problème, mais ce n'est pas encore réglé. Et vous voyez le caractère hétéroclite de ce mouvement, dans lequel il y a des religieux, il y a des politiques, il y a des sociétés civiles, il y a tout le monde dedans. Ensemble, ils peuvent certainement déstabiliser le régime d'Ibeka, mais je ne suis pas sûr qu'ensemble, ils peuvent s'entendre pour gouverner le Mali. Donc je pense, la communauté internationale, comme le disait mon ami Isiaka Koulibaly, ne fait pas suffisamment. Je sais que depuis un certain temps, la CEDEAO est là-bas. Elle essaie donc de faire de son mieux pour éviter les pires. Bon, quelqu'un me disait qu'au niveau de la CEDEAO, on a dit aux manifestants, vous pouvez manifester, mais ne cassez pas un œuf. Ils sont sortis, ils ont cassé tout sur leur passage. Oui. Donc je pense vraiment que c'est le moment. Ce qui arrive au Mali, ça peut arriver à n'importe quel pays. Donc nous avons tout intérêt. Et puis quand c'est comme ça, quand c'est le peuple qui parle, le gouvernant n'a pas à chercher à avoir raison. Le peuple forcément a raison. Il faut trouver les voies et moyens pour un dialogue sain avec les représentants légitimes de ce peuple-là et trouver des voies et moyens pour sortir de l'impasse. Merci Lassana Ouagadougou pour votre explication. Et c'est ici que prend fin cette info spéciale politique burkinabé, politique ivoirienne et puis politique malienne. Nous resterons concentrés sur les développements à venir dans ces différents pays. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le journal. Au revoir.